Je vais prendre un point de vue légèrement différent de celui de Roger Guenry et de Mireille Delmas-Marty. Je suis anthropologue, j'ai l'habitude de la comparaison sur une échelle de longue durée, de façon à mettre en évidence les propriétés formelles de la vie sociale. Et donc je vais faire un exercice qui est plus proche de celui qu'a fait ce matin Édouard Bahr, en me projetant à la fois dans le passé et dans un futur beaucoup plus éloigné. Et je vais lui emprunter, enfin je vais emprunter aussi aux sciences de la Terre, un concept qui a surgi il y a quelques années seulement, qui est l'Anthropocène. Et au fond, la question, c'est pourquoi est-ce que les sciences sociales peuvent s'intéresser à l'Anthropocène? C'était une question à laquelle les participants au colloque que Catherine Larère et moi-même avions organisé ici même la semaine dernière s'étaient posée. Donc je vais tenter, au fond, de donner un écho à ce qui a été dit lors de ce colloque. À la différence de l'anthropisation, qui est un mouvement de coévolution des humains et des non-humains ininterrompu depuis 200 000 ans et qui a façonné la Terre en transformant les biotopes et leurs conditions de fonctionnement, l'Anthropocène désigne un effet systémique plus global auquel les altérations d'écosystèmes locaux contribuent sans doute pour une part, mais dont le résultat général est une transformation cumulative et en voie d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre. C'est une transformation dont les conséquences vont se faire sentir pendant un grand nombre de siècles, peut-être même, comme on l'a entendu ce matin, de millénaires, et qu'il n'est pas absurde de faire remonter au début de la révolution industrielle vers 1800. C'est d'ailleurs la date que les inventeurs du concept d'Anthropocène, Paul Crutzen et Eugène Sturmer, ont eux-mêmes retenu lorsqu'ils ont choisi de faire démarrer leur nouvelle ère géologique avec le perfectionnement par James Watt de la machine à vapeur. Alors, qualifier l'Anthropocène comme une transformation globale du système de la Terre, débutant il y a un peu plus de deux siècles, présente à la fois un avantage et un risque du point de vue des sciences sociales et d'une manière plus générale du point de vue dont les communautés humaines font face à cette transformation. Alors, je ne fais pas référence ici au débat entre spécialistes des sciences de la Terre sur la présence ou sur l'absence autour de 1800 d'un point stratotypique mondial ou un golden spike, un clou d'or, un marqueur définissant les limites entre des strates géologiques. C'est sans doute important, cette question de la définition d'un clou d'or, pour que la commission de stratigraphie de l'Union internationale des sciences géologiques ratifie l'Anthropocène comme une authentique époque géologique. Ce n'est pas encore le cas, hein, les discussions sont toujours en cours, mais ce n'est pas une question, en revanche, qui est tout à fait centrale pour les problèmes que les humains posent quant aux causes et aux conséquences des bouleversements environnementaux. Plus crucial, au fond, dans ce domaine, c'est l'identification des responsabilités et des réponses à apporter. Quel collectif d'humains et de non-humains, quel type de pratique et d'être, quels modes d'existence sont-ils la cause de quelle sorte d'altération des interactions entre géosphère, biosphère et anthroposphère? À quelle échelle d'espace et de temps ces phénomènes se produisent-ils et comment ces échelles s'emboîtent-elles? Et de ce point de vue, assigner à la fin du XVIIIe siècle le début de cette nouvelle ère géologique est une initiative, au fond, assez bienvenue, car elle permet de dissiper le flou qui, en tout cas pour les spécialistes des sciences sociales, mais je pense aussi pour tous les citoyens, entoure la définition du mystérieux anthropos qui donne sa dynamique à l'Anthropocène. Ce n'est pas évidemment l'humanité tout entière qui est à l'origine du réchauffement global, et on le voit encore à travers les chiffres que Roger Guenry nous a montrés des contributions en CO2. Ce n'est pas non plus l'humanité tout entière qui est à la responsable de
ce moment où nous sommes entrés, qu'on appelle la 6e extinction des espèces, parce que quelle que soit l'incidence des actions des Indiens d'Amazonie, des aborigènes australiens ou des peuples autochtones de l'ère circumboréale sur les écosystèmes qu'ils ont contribué à transformer en partie, ce ne sont pas eux qui sont la cause de l'augmentation d'un tiers de la concentration atmosphérique en CO2, de l'acidification des océans ou de la fonte des glaciers ou des calottes, notamment des glaciers, comme on l'a vu ce matin, de l'Arctique et de l'Antarctique. La cause principale de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est le développement, on le sait tous, depuis quelques siècles, d'abord en Europe occidentale, puis dans d'autres régions de la planète, de ce que j'appellerais un mode de composition du monde, que l'on a diversement appelé, selon les aspects du système que l'on souhaitait mettre en évidence, capitalisme industriel, révolution thermodynamique, technocène, modernité, naturalisme, etc. En quoi consiste ce système? Il est d'abord fondé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur l'affirmation d'une différence de nature et non plus de degré entre les humains et les non-humains, une différence qui met l'accent sur le fait que les premiers partagent avec les seconds des propriétés physiques et chimiques universelles, mais qu'ils s'en distinguent par leurs dispositions morales et cognitives. Et le résultat, évidemment, c'est l'émergence d'une nature hypostasiée vis-à-vis de laquelle les humains se sont mis en retrait et en surplomb pour mieux la connaître et la maîtriser, principe directeur d'une ontologie que j'ai appelée naturaliste et dont les prémices sont légèrement antérieures au développement exponentiel des sciences et des techniques qu'elle a rendu possible à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. Sur ce socle ontologique s'est greffé un basculement dans la nature et l'usage de l'énergie. Depuis des millénaires, les sociétés agraires reposaient sur l'énergie solaire, c'est-à-dire sur la photosynthèse de diverses espèces de plantes et sur leur conversion en nourriture, et sur l'énergie fournie par l'action dirigée des humains et des animaux. Les piliers de la vie étaient donc la terre et le travail, des ressources, faut-il souligner, qui sont longtemps demeurées inaliénables, comme tous les travaux d'anthropologie économique l'ont montré. Et le développement du capitalisme marchand et le système colonial puis impérialiste sur lequel il s'appuyait ont permis la diversification globale des sources d'énergie, de matières premières et de biens manufacturés, en même temps que leur péréquation grâce à la monnaie. Tout devenait convertible en argent et les différences de coûts de production rendues possibles par le transport à bas prix des marchandises transformèrent celles-ci en une source de profit financier considérable. Et donc, non seulement, comme Marx l'avait bien vu, l'argent dérivait désormais du transfert des marchandises au lieu d'en être un simple moyen, mais encore celui-ci devenait l'instrument permettant d'obtenir une énergie bon marché déconnectée du contrôle de la terre agricole. Et donc on entrait ainsi de plein pied dans l'illusion majeure de ces 2 derniers siècles, à savoir la nature comme ressource infinie, permettant une croissance infinie des richesses grâce au perfectionnement infini des techniques. Et en ce sens, la machine de Watt n'est pas tant la cause première, me semble-t-il, de l'entrée dans l'Anthropocène, que le premier résultat de l'accélération des échanges marchands, accélération qui rendait nécessaire le contrôle des énergies fossiles, désormais plus importante pour la production et pour le transport que l'énergie stockée dans les êtres vivants. Il n'y a là rien de nouveau, bien sûr, je me contente de rappeler des choses que tout le monde sait, mais je pense qu'il faut rappeler cela sans relâche pour signaler que le présent est le résultat d'une histoire humaine de la nature tout à fait singulière et non le résultat inéluctable du développement des ingéniosités et des découvertes scientifiques. Les autres civilisations n'ont pas connu ce type d'évolution et c'est depuis moins d'un siècle que certaines d'entre elles ont adopté le mode de développement sans retenue que le naturalisme induit. Ce n'est pas que les autres cultures aient ignoré qu'il pouvait y avoir des différences et des ressemblances
entre les humains et les non-humains, mais elles ne les ont tout simplement pas détectées là où les Occidentaux les avaient placées, et elles ont continué à penser que la nature, pour reprendre une formule de Fernando Pessoa, eh bien, ce sont des parties sans un tout. En Amazonie, chez les Inuits ou en Sibérie, par exemple, c'est plutôt du point de vue de leur esprit que les animaux sont comme des humains et du point de vue de leur corps qu'ils s'en distinguent. Chaque espèce vivante est animée par une disposition morale, une subjectivité, et elle se trouve ainsi dotée d'une perspective singulière sur le monde. Mais chaque espèce a aussi des dispositions corporelles propres qui lui donnent accès à des mondes particuliers qui varient selon son milieu de vie, selon son système perceptif, selon sa place dans la chaîne trophique, selon son mode de locomotion, ses moyens de défense, etc. Donc de ce fait, la nature ne se distingue pas de la société, puisque la plupart des non-humains sont des partenaires sociaux, ni la société de la nature, puisque chaque espèce constitue une sorte de tribu en interaction avec toutes les autres. Cette indistinction, elle est aussi caractéristique de la cosmologie des aborigènes d'Australie, mais pour d'autres raisons. Là, ce sont des humains, des non-humains qui partagent au sein d'un groupe totémique le même ensemble de qualités physiques et morales, parce qu'ils sont issus du même prototype originel, tout en se différenciant par paquets d'autres groupes totémiques composés d'autres humains et non-humains ayant d'autres qualités physiques et morales. Et en outre, chaque prototype a façonné le paysage par ses actions, de sorte que le monde présent résulte de l'actualisation dans des animaux, dans des humains, dans des plantes, dans des sites de grandes divisions ontologiques au sein desquelles la nature et la société sont tout à fait mêlées. Une autre façon encore de mélanger humains et non-humains consiste à les envisager comme tous séparés, afin de les recomposer ensuite par affinité. Toutes les composantes du monde, tous les états, toutes les qualités qu'il contient, toutes les parties dont les êtres sont faits, se voient alors distingués les uns des autres et différenciés en autant d'éléments singuliers à la manière des 10 000 essences de la cosmologie chinoise ou de la multitude d'entités composant la grande chaîne de l'être dans la cosmologie médiévale. Et pour qu'un monde formé d'un aussi grand nombre d'éléments singuliers puisse être pensable par les humains qui l'occupent, pour qu'il soit même habitable de façon pratique, eh bien on a relié dans un réseau de correspondance systématique les multiples parties dont il est constitué. Et ainsi, on obtient les corrélations entre microcosme et macrocosme qu'établissent certains systèmes divinatoires, la géomancie chinoise ou africaine, ou l'idée que les désordres sociaux, l'inceste, le parjure, l'abandon des rites, entraînent des catastrophes climatiques. Donc nature et société dans un système de ce type sont à la fois émiettés dans des fragments multiples et tissés dans des chaînes continues et des ensembles solidaires s'étendant jusqu'aux limites du cosmos. Il serait absurde, évidemment, d'affirmer que la cosmologie naturaliste est à elle seule responsable du réchauffement climatique, de l'extinction massive des espèces, de la pollution des sols, des airs et des eaux, bref, de la dégradation accélérée de cette portion du monde dont elle a promu, en quelque sorte, l'instauration autonome. En revanche, les autres civilisations qui n'ont pas imaginé que les humains avaient une destinée séparée de celle des non-humains, je pense, ont beaucoup à nous apprendre encore sur la manière de nous déprendre de notre anthropocentrisme exorbitant et de renouer les liens rompus avec les habitants de toute nature que notre planète abrite. Revenons maintenant à l'Anthropocène et aux difficultés que recèle le concept. Le principal vient sans doute de sa globalité. Si l'Anthropocène n'est pas l'anthropisation, si la nouvelle ère géologique signale l'irruption d'une nouvelle science des interactions terrestres qui n'est pas seulement
l'agrégation des savoirs sur les écosystèmes, sur les géosystèmes et sur les anthroposystèmes, alors que faire de ces savoirs constitués qui existent déjà, ceux développés par les écologues, par les agronomes, par les géographes, par les anthropologues, par les pédologues, comme par ceux qui sont développés depuis très longtemps par les populations autochtones et par les communautés locales. Comment intégrer ces savoirs afin de mieux comprendre les effets à diverses échelles des boucles de rétroaction connectant transformation environnementale, changement climatique, évolution des communautés biotiques et pratiques humaines. L'écologie et l'anthropologie, qui sont deux sciences des systèmes, témoignent déjà des immenses difficultés que rencontrent des disciplines qui se donnent pour tâche de décrire et de modéliser au niveau local d'un écosystème ou d'une communauté humaine, et d'une communauté humaine dans un écosystème qu'elle a contribué à façonner, bien sûr, de modéliser donc les comportements et les interactions d'un très grand nombre d'agents dans un très grand nombre de situations. Comment imaginer une science qui serait capable de le faire à l'échelle de la planète en respectant chaque niveau de pertinence et chaque mode qu'on pourrait appeler d'interagentivité? Cette science, me semble-t-il, reste à construire et c'est sans doute l'un des défis les plus pressants que nous lance l'Anthropocène. Mais surtout, la globalité de l'Anthropocène, elle conduit à s'interroger sur les réponses proprement cosmopolitiques que l'on peut apporter aux bouleversements systémiques affectant la Terre. On peut comprendre, bien sûr, que des phénomènes se déployant à une échelle globale requièrent des mécanismes globaux, c'est-à-dire interétatiques, comme le GIEC, comme la conférence des parties sur le réchauffement climatique, afin de parvenir à des mesures palliatives. Mais outre que les citoyens sont quand même encore tenus en lisière de ce genre de mécanismes, la plupart des altérations environnementales se situent en général, ou sont perceptibles en tout cas, ou renforcent celles qui existent à une toute autre échelle et requièrent donc une toute autre échelle d'analyse et une toute autre échelle de mobilisation. La dévastation d'un territoire autochtone par l'exploitation pétrolière en Alaska, Mireille Delmas-Marty faisait référence à un cas plaidé devant les tribunaux récemment, la pollution d'un bassin versant par une compagnie minière dans les Andes, ou la substitution du couvert forestier par les plantations de palmiers à huile à Kalimantan, tout cela relève bien d'un écocide général qui ne peut être combattu efficacement qu'au niveau local par des collectifs d'humains et de non-humains qui sont évidemment concernés au premier chef. Donc pour des raisons politiques qui tiennent à la fois à la politique de l'action mais aussi à la politique de la connaissance, il me semble périlleux de dissocier le destin systémique de la Terre et le destin des collectifs d'humains et de non-humains qui sont exposés de façon variable du fait de leur situation sur le globe et dans les réseaux de la mondialisation, tant aux conséquences du réchauffement climatique qu'à d'autres sortes d'atteintes écologiques et de spoliation territoriale. Le réchauffement global est sans doute global à l'échelle des sciences qu'il étudie, mais il prend des formes distinctes, évidemment, pour les collectifs d'humains et de non-humains, selon les lieux qu'ils habitent et les moyens dont ils disposent pour en défléchir certains effets. Bref, pour employer une métaphore à laquelle j'ai souvent recours, nous sommes tous embarqués sur le même bateau, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'être confinés dans les soutes, les premiers à être noyés lorsque l'eau monte, ou sur le pont des premières classes près des canaux de sauvetage, c'est-à-dire lorsqu'on a les moyens, par exemple, de construire des digues pour protéger les villes qui sont menacées par la submersion. Alors il y a toutefois une chose qu'il est possible de faire collectivement pour altérer peut-être la route du bateau, à long terme sans doute, mais avant qu'il ne soit trop tard, et c'est d'en changer les moteurs et d'en changer le mode de navigation. Nous sommes des chercheurs, et si nous pouvons être utiles, c'est aussi et surtout en tentant de bouleverser notre vision scientifique, de la manière dont nous habitons la Terre, en espérant que nos idées se diffuseront au-delà des revues scientifiques et des amphithéâtres universitaires. Et de ce point de vue, je répéterai ici ce que j'ai déjà dit dans d'autres circonstances, notamment dans le colloque qu'avaient organisé Mireille Delmas-Marty et Gérard Suppiot en juin dernier.
je pense qu'il nous faut repenser en profondeur un certain nombre de processus qui jouent un rôle central tant dans les relations entre humains que dans les rapports qu'ils entretiennent avec les non-humains, et notamment trois d'entre eux. D'une part, la manière dont les humains s'adaptent à leur milieu de vie, d'autre part, la manière de s'approprier ces milieux, et enfin, la manière de leur donner une expression politique. Commençons par l'adaptation. Si on l'entend comme la réponse des sociétés à des contraintes environnementales dont la nature et l'expression seraient indépendantes des collectifs humains, force est de constater que c'est une idée qui n'explique rien. Mon expérience d'anthropologue de la nature, mais c'est aussi l'expérience de tous les archéologues, les géographes et de bien d'autres sciences, m'a montré au moins deux choses en la matière. D'une part, que la diversité des comportements humains réputés adaptés à une même contrainte environnementale est si vaste qu'à peu près toute institution peut être qualifiée d'adaptative. C'est un raisonnement fonctionnaliste qui dépouille au fond la notion d'adaptation de toute pertinence scientifique, et d'autre part que le rapport entre conditions environnementales et activité humaine n'est pas gouverné par un simple modèle behavioriste de type stimulus-réponse, en cela que les humains, tout simplement, participent activement, et depuis bien avant le néolithique, depuis même bien avant l'Holocène, à la production des facteurs environnementaux qui affectent leur existence, dans la grande majorité des cas, sans en être d'ailleurs véritablement conscients. L'exemple de l'Amazonie, dont je me suis beaucoup occupé, est tout à fait parlant, puisque, je le répète à satiété depuis longtemps, la composition floristique de cette forêt ombrophile a été transformée en profondeur au cours des 10 derniers millénaires par les manipulations végétales et les pratiques culturales des Amérindiens, avec le résultat qu'à taux égal de diversité d'espèces, les zones affectées par l'action humaine présentent une densité beaucoup plus élevée de plantes utiles à l'homme, mais ce sont des plantes sylvestres, que celles où il a été peu présent. Donc, de fait, et comme c'est le cas aussi pour d'autres organismes, l'adaptation des humains ne s'opère pas uniquement en termes de sélection des individus génétiquement les plus aptes à vivre dans un milieu donné, elle se réalise aussi par la lente instauration de niches favorables à certains modes d'existence. Alors évidemment, avec l'Anthropocène, la coévolution des populations humaines et des organismes non humains subit une double mutation. Parce que ce qui s'était opéré de façon non intentionnelle et sur une échelle de temps plurimillénaire apparaît soudain comme réclamant une action volontaire à mener dans des délais relativement courts. Le réchauffement climatique devient une contrainte environnementale majeure à laquelle les sociétés humaines doivent s'adapter de façon complètement différente des formes d'adaptation que j'évoquais auparavant, et sans qu'elles puissent le faire, donc comme si elles avaient procédé depuis très longtemps à l'échelle locale, c'est-à-dire en utilisant toute une panoplie de micro-ajustements à effet rétroactif grâce auxquels elles avaient progressivement transformé de nombreux écosystèmes de la planète en les rendant plus accueillants à la présence humaine. Par ailleurs, et pour faire face à l'urgence de la transformation climatique, il nous faut apprendre et propager l'idée encore neuve, je crois, que notre destinée ne se résume pas à un face-à-face plus ou moins accommodant ou hostile entre l'homme et la nature médiatisé par la technique, mais qu'elle est dépendante des milliards d'actions et de rétroactions par lesquelles nous engendrons au quotidien les conditions environnementales nous permettant d'habiter la Terre. Une meilleure appréhension de ce processus, et notamment leur enseignement à l'école, par le biais d'un enseignement notamment de l'écologie, nous rendrait plus attentifs à la myriade de connexions vitales qui nous relient aux non-humains organiques et abiotiques. Passons maintenant à l'appropriation. Alors là, je rentre dans le domaine juridique de Mireille Delmas-Marty. Depuis le mouvement des enclosures en Angleterre à la fin du Moyen Âge et
l'Europe d'abord, et puis le reste du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante des milieux de vie. Pâturage, terres arables, forêts, sources d'énergie, eau, sous-sol, ressources génétiques, savoir, techniques, etc. Et on peut dire d'ailleurs que la parenthèse communiste ne représente une exception qu'en apparence, car la propriété collective des moyens de production tels qu'on l'envisageait en Union soviétique ou en Chine ne fut au fond qu'une voie alternative de l'appropriation productive de la nature qui, me semble-t-il, ne remettait pas fondamentalement en cause deux caractéristiques du capitalisme d'abord marchand puis industriel qui sont absents de la quasi-totalité des économies non marchandes. D'abord que des valeurs indispensables à la vie peuvent faire l'objet d'une appropriation, c'est inimaginable dans un très grand nombre de contextes culturels. Ensuite, que ces valeurs doivent au premier chef être envisagées comme des ressources économiques, c'est-à-dire employées dans la production de marchandises ou devenues telles par définition. Donc il est urgent, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu déjà tout à l'heure, de redonner aux biens communs leur sens premier, non pas tant d'une ressource dont l'exploitation serait ouverte à tous, que d'un milieu partagé dont chacun est comptable. Et comme les ethnologues qui s'intéressent aux droits d'usage collectif dans les économies pré-industrielles le savent depuis longtemps, l'accès aux biens communs, eh bien, il est toujours réglé par des principes localement contraignants qui visent à protéger la ressource au profit de tous. Donc le problème des biens communs, ce n'est pas du tout la propriété commune, c'est la définition des droits d'usage de cette propriété commune. Et sans doute est-il plus urgent encore d'étendre le périmètre des composantes intangibles de ce milieu commun collectivement approprié, bien au-delà des objets habituels que j'ai mentionnés auparavant, pour y inclure aussi, comme le soulignait tout à l'heure Mireille Delmas-Marty, le climat, la biodiversité, l'atmosphère, la connaissance, l'emploi, la santé, et pourquoi pas aussi la pluralité des langues ou des environnements non pollués. Ceci, évidemment, implique de bouleverser complètement la notion d'appropriation, comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient le titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde, et d'envisager un dispositif dans lequel ce serait plutôt des milieux de vie ou des systèmes d'interaction entre humains et non-humains qui seraient porteurs de droits dont les humains ne seraient que des usufruitiers ou, dans certaines conditions, des garants. Et dans un tel cas, évidemment, l'appropriation irait des milieux vers les humains et non l'inverse. Il y a d'ailleurs des systèmes de ce type-là, les ethnologues sont familiers avec ça, qui existent, qui ont existé en tout cas par le passé. Et ceci nous conduit au dernier concept à reformuler, celui de représentation. Bon, il s'agit ici de la délégation de responsabilité permettant à des agents, quelle que soit la nature de ces agents, humains ou non humains, engagés dans des collectifs d'humains et de non-humains, de faire valoir leurs points de vue, leurs intérêts, etc., par personnes interposées dans la délibération sur les affaires communes. Et du fait notamment de la distinction entre les choses et les personnes, héritée du droit romain, cette faculté de représentation, elle n'est accordée à présent de façon directe qu'aux humains. Or, dans l'esprit de ce que je viens de dire sur l'appropriation, il paraît utile, il me paraît nécessaire, il paraît même peut-être indispensable que le plus grand nombre possible d'agents concourant à la vie commune puissent voir leur situation représentée, et sous une forme sans doute plus audacieuse que celle qui tend maintenant à émerger d'une extension sélective de quelques droits humains à quelques espèces de non-humains, lesquelles espèces présenteraient avec les humains des similitudes en termes d'aptitudes cognitives ou de facultés sensibles. Les prodromes de ces derniers dispositifs sont visibles, par exemple, dans le souhait que soient accordés aux grands singes des droits spécifiques. Mais on voit aussi que ce genre d'extension des droits humains à des espèces animales non humaines est encore très largement anthropocentrique, puisque l'argument employé pour étendre sur ces espèces une protection juridique
continue d'être la proximité qu'elle présente avec les humains et, ipso facto, l'aptitude que certains de ces humains manifestent à s'identifier, souvent de façon relativement abstraite, aux membres de ces espèces. On est encore ici dans le domaine de la théorie politique moderne, fondée sur l'individualisme possessif, c'est-à-dire sur cette idée initialement développée par Locke et par Hobbes, selon laquelle l'individu humain est par définition le propriétaire exclusif de lui-même ou de ses capacités, et qu'il n'est donc nullement redevable à une instance extérieure ou supérieure à lui-même de sa personne. Cette conception, dont on ne trouve pas trace dans d'autres systèmes politiques et juridiques, fut la pierre angulaire de l'individualisme moderne et le fondement des démocraties contemporaines, avec tous les aspects positifs, bien sûr, qu'elle recèle, notamment l'inaliénabilité des droits humains. Pour le résumer, la société y est vue comme l'association ou la somme des individus libres et égaux qui ne sont liés entre eux que parce qu'ils sont propriétaires de leurs capacités, d'où l'expression d'individualisme possessif, capacités qui leur permettent de nouer des rapports d'échange librement consentis. Et évidemment, l'inclusion d'espèces animales dans ce système de droit individuel, en tant qu'elles seraient aussi propriétaires de capacités individuelles analogues pour certaines d'entre elles à celles des humains, ne permettra en aucune façon qu'un plus grand nombre de composantes du monde accèdent à la dignité de sujet politique, puisque cette dignité, du fait des critères anthropocentriques qui la définissent, est nécessairement restreinte à un petit nombre d'espèces animales et à elles seules. Et c'est pourquoi il faut imaginer que soient représentés non pas des êtres en tant que tels, des chimpanzés, des multinationales, des États ou des humains, bien sûr, mais bien des écosystèmes, des milieux de vie, des environnements, c'est-à-dire des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, donc des milieux de vie, quelle que soit leur nature, des bassins versants, des massifs montagneux, des villes, des quartiers, des mers, des littoraux, des détroits, etc. Et il me semble qu'une véritable écologie politique, c'est-à-dire une cosmopolitique de plein exercice, ne se contenterait pas de conférer des droits intrinsèques à la nature sans lui donner les moyens de s'exercer, comme l'a fait la Constitution de l'Équateur. Elle s'attacherait à ce que des milieux de vie singularisés et tout ce qui les compose, dont les humains, deviennent des sujets politiques, dont les humains seraient en quelque sorte les mandataires. On pourrait ainsi prendre une expression politique concrète, ce que j'ai appelé ailleurs l'universel relatif, dont nous avons beaucoup parlé avec Mireille Delmas-Marty, à savoir l'idée que des systèmes de relations, plutôt que des qualités attachées à des êtres, devraient former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs. Dans le rôle de mandataire, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Je vous prie de noter qu'une telle conception, qui paraît étrange de prime abord, ne l'est qu'au regard des fondements individualistes de notre présent système juridique et politique, car l'ethnologie et l'histoire nous offrent par ailleurs de très nombreux exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé non des capacités universelles, réputées universellement attachées à leur personne, mais bien de leur appartenance à un collectif singulier, mêlant indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des divinités, des sites et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Et dans de tels systèmes, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont d'une certaine façon possédés par elle, encore que le terme nature ici n'a plus aucun sens. Alors j'ai bien conscience que des bouleversements conceptuels du genre de ceux que je viens d'esquisser prendront encore beaucoup de temps avant de mûrir et qu'il faudra plus encore de temps avant qu'ils ne produisent des effets concrets. Mais l'on aurait tort de penser que les uns et les autres sont hors d'atteinte. Il suffit de se souvenir, pour échapper à ce qu'on appelait le présentisme,
il suffit de se souvenir qu'au fond, les philosophies politiques des Lumières, qui paraissaient utopiques dans la société d'Ancien Régime, sont devenues l'armature institutionnelle de nombreux pays à peine un siècle plus tard. Et c'est peut-être l'histoire humaine de la nature, parce qu'elle s'est emballée, qui va nous permettre d'échapper à ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. Merci.